Bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci à l'ARS et à l'ORCA de m'avoir invité à essayer de vous présenter rapidement les quelques conclusions de ce groupe de travail. Donc c'est la présidente du conseil de surveillance de l'assistance publique et maire de la ville de Paris, et c'est pour ça que le lien ville-hôpital est déjà évident, Anne Hidalgo, qui m'a chargé d'animer dans le courant de l'année dernière, donc jusqu'au mois de mars, on a rendu notre rapport, nos conclusions au mois de mars, un groupe de travail pluridisciplinaire sur cette question, impact de l'accélération des prises en charge ambulatoires au sein de l'AP sur les relations ville-hôpital. C'est un sujet qui est limité à l'AP, ce qui n'est déjà pas tout à fait rien, et qui s'intéresse à qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'impact sur la ville. C'était un groupe de travail on était une trentaine de personnes, il y avait des chirurgiens, des hospitaliers, des libéraux, des kinés, en particulier Yvan Tourjanski qui nous a constamment accompagnés, des directeurs d'hôpitaux, j'en oublie, des infirmières, des pharmaciens, bref. Un petit peu tous les gens qui ont à voir avec cette question-là. Et l'objectif était d'essayer d'éclairer ce dont on parle aujourd'hui. Donc, constat, on a donc travaillé, on s'est dû se voir une dizaine de fois, plus une dizaine d'auditions de gens qui ne pouvaient pas venir et dont l'avis nous a paru intéressant. Et mon constat, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, l'enquête qui a été présentée tout à l'heure, ou le début de l'enquête qui a été présentée par Henri-Jean Philippe, est extrêmement intéressante. Donc, très peu de données. Sur les économies, on dit beaucoup de choses, il faut que ça économise 400 millions d'euros en France, on ne sait pas d'où sort ce chiffre. Sur l'équilibre financier à moyen terme des hôpitaux, on ne sait pas grand-chose, d'autant plus que les tarifs sont susceptibles de varier. Sur l'impact sur les soins en ville, on ne sait quasiment rien. Et sur le coût de la prise en charge résiduelle en ville par les aidants, les services à domicile. Catherine Olivet soulignait tout à l'heure que les services à domicile, c'est payant, c'est pas pris en charge en dehors du Prado par l'assurance maladie, alors que lorsque les gens sont à l'hôpital, évidemment, tout est pris en charge. Deuxièmement, les retours d'expérience dont on dispose sont fondés sur des actes pour le moment relativement simples et pour des patients relativement simples également, on y reviendra. On n'a pas de cadre, pas d'outils définis et finalement, on avance en marchant avec de multiples expérimentations. Enfin, qui doit décider de l'orientation vers la chirurgie ambulatoire et de son organisation? Le patient, ça devrait être le cas, c'est clairement pas le cas. Le chirurgien, le généraliste, le ministère, l'ARS, l'assurance maladie, bref, tout ça nous a paru pour le moment encore largement à débrouiller. Un certain nombre de constats, donc je passe vite, le diaporama vous l'aurez, et puis de toute façon le rapport est disponible sur le site de la présidence de l'assistance publique ou en le demandant à Stéphanie Lambermont. Stéphanie Lambermont, qui est directeur du cabinet de la présidence de l'assistance publique et qui a été la cheville ouvrière et la rédactrice de ce rapport, que je remercie donc vivement. Quelques constats, donc à l'AP, ça n'est que l'AP, 36% des séjours en ambulatoire, en chirurgie ambulatoire avec un objectif de 49% en 2020. En médecine, 45% des séjours sont en ambulatoire. Premier constat, partagé largement par tous, les principes organisationnels et techniques de l'ambulatoire participent à une meilleure qualité, font émerger des prises en charge plus complètes et des organisations plus coordonnées avec l'ensemble des professionnels. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on le reverra tout le temps, c'est pas encore totalement parfait, loin de là, mais clairement, il y a un progrès et donc les bénéfices pour les patients sont indéniables. C'est en tout cas l'avis général. Mais, sur les aspects financiers, je l'ai dit, on ne sait pas grand-chose. L'importance du report de soins sur l'impact sur la fermeture des lits conventionnels, il y a un travail au sein de l'AP qui montre que ça permettrait de fermer 400 lits conventionnels sur la totalité de l'AP. Vous voyez que c'est extrêmement faible. L'importance du report des soins sur les acteurs de santé en ville, on n'a aucun travaux là-dessus. La généralisation de cette politique pour les personnes vulnérables, on en parle, on sait que c'est une exigence éthique, une exigence d'égalité, une exigence démocratique, mais néanmoins, on ne sait pas véritablement comment faire.
Et enfin, la question de la coordination de tous les acteurs. Là encore, il y a de multiples expériences. Il y en a qui ont été présentées ce matin, il y en a d'autres un peu partout, mais il n'y a pas de modèle. Ce qui se passe, c'est évidemment une accélération indéniable. Vous avez vu les courbes ce matin, c'est vrai aussi à l'assistance publique, mais pour atteindre les 66% à l'AP, clairement, l'assistance publique considère qu'elle n'y arrivera pas, en tout cas en 2020. C'est donné comme objectif 50%, je l'ai dit. Problème technique, problème de modélisation économique, etc. L'AP a essayé de développer de multiples modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, un petit peu chaque service, chaque unité de chirurgie ambulatoire expérimente, essaye avec des recours à des infirmières de coordination, des applications Internet, des prestataires de santé privés. Et là encore, la question, c'est qui paye. Bref. L'impact aujourd'hui repéré sur les professionnels de ville, point d'interrogation, y compris à l'AP, et malgré la mise en place des médecins généralistes partenaires de l'AP. Le recours à des prestataires de santé privés pour les cas complexes, qui évidemment rend service, mais qui n'est pas forcément la solution idéale dans un système où la santé est très largement socialisée. Lorsqu'il s'agit d'interventions plus complexes, là encore, c'est le grand point d'interrogation, on ne sait pas, et a fortiori si c'est des interventions complexes sur des patients vulnérables. Catherine Olivier vous a parlé tout à l'heure des vieux, qui mentent, qui sont fragiles, qui ont peur, qui sont seuls. Comment on fait avec ces patients-là ? Donc comment on fait avec les patients dits vulnérables, au plan des critères psychosociaux, en sachant qu'à l'AP, le poids de la précarité, c'est 30%. C'est évidemment pas la même chose dans certains établissements privés qui ont une patientèle différente et donc qui ne se posent pas forcément les mêmes questions. Nombre de personnes isolées à Paris, plus de 30%. D'où l'exigence éthique de pouvoir proposer ce service, la chirurgie ambulatoire, si on considère, et on considère que c'est mieux pour les patients, pouvoir le proposer à tout le monde. D'où deux exigences, anticiper et continuité. Et on voit que ce n'est pas si simple avec des éléments de réponse, l'hôtel patient qui peut être un substitut de domicile pendant un certain temps pour les patients qui sont isolés à leur domicile ou qui n'en ont pas, ou encore le Prado, on en parlera tout à l'heure. Le fond du problème, c'est d'associer la continuité des patients, des professionnels, avant, pendant et après. Et la totalité des professionnels, c'est pas simplement le chirurgien, l'anesthésiste et le médecin de ville, mais c'est aussi, Yvan Touranski en a parlé des kinés, mais c'est aussi les infirmières, c'est aussi les pharmaciens qui nous disent, mais le patient, quand il sort, la première personne qu'il va voir, c'est moi, c'est le pharmacien, parce qu'il a une ordonnance et qu'il ne sait pas comment faire. Quand il peut y aller, et quand il ne peut pas y aller, qui va y aller à sa place ? Ces personnels de santé qui sont peu associés, qui ne reçoivent pas les comptes rendus, qui ne reçoivent pas les courriers, qui donc sont dans l'ignorance de ce qui s'est passé pour la personne qui se présente à eux. Mais également tous les autres professionnels médico-sociaux, familles, aidants, qui eux aussi n'ont quasiment aucune information et donc alors que ce sont bien souvent ceux qui sont, on a parlé tout à l'heure des aides à la vie, le lever, le coucher, l'habillage, les repas, services de portage à domicile, qui les sollicite, qui les prévient que Madame Michu, âgée, menteuse et seule et qui a peur, qui la prévient qu'elle va être toute seule chez elle et qu'elle n'aura rien à manger. Pour autant, le constat, c'est également qu'il y a une multitude de dispositifs, des outils informatiques, des actions de coopération plutôt par pathologie qui préfigurent les filières de soins, les parcours coordonnés de soins. Il y a l'émergence, j'évoquais tout à l'heure le médecin partenaire de l'AP, il y a l'émergence d'un début de culture partagée entre la ville et l'hôpital, mais qui reste encore très embryonnaire et qui mériterait véritablement qu'on mette l'accent dessus, et ça c'est une question qui est posée aux professionnels certes, mais également à l'ARS, quels moyens on met en place pour cette continuité. Il y a ce qu'il y a dans la loi, les équipes de soins de premier recours, les communautés professionnelles territoriales de santé et puis les plateformes territoriales d'appui. Est-ce que c'est à eux d'assurer ce suivi-là ? Pour les personnes âgées, il y a un autre dispositif qui est le Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées qui bien souvent assure cette continuité pré-, per- et post-hospitalisation, post-ambulatoire.
Pour les autres personnes, il n'y a pas, donc est-ce que ce sera au PTA de faire ça? À voir, en tout cas, dans le cahier des charges de l'agence sur les PTA et du ministère sur les PTA, la question de l'ambulatoire n'est pas manifestement pas centrale. Et en plus, le double pilotage du système de santé, pilotage des financements, l'absence de cadre d'articulation de proximité entre la ville et l'hôpital rend les choses complexes, en tout cas pour le moment, où on peut dire complexe, où ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose. Donc quelques recommandations. La première, c'est d'essayer d'inventer un cadre de coordination entre la ville, et quand j'entends la ville, c'est les professionnels de ville, les professionnels de santé en ville, les professionnels sanitaires et sociaux, on a parlé des services de soins à domicile, des SIAD, c'est aussi les aidants, c'est aussi les services municipaux. À Paris, il y a des services de portage de repas à domicile, par exemple, il y a des aides ménagères à domicile, qui sont des services gérés par la ville. Comment on les associe pour que le domicile devienne possible, même après une intervention de plus en plus lourde pour des patients de plus en plus fragiles. Donc, premier point, le cadre. Il y a un modèle qui vaut ce qu'il vaut, qui est le Conseil local en santé mentale, qui est un endroit où élus, ARS, professionnels, usagers, patients, citoyens se rencontrent et parlent des questions qui les préoccupent, qui les animent, qui les mettent en difficulté et essayent de trouver ensemble des réponses. Deuxième proposition, plus au niveau de l'hôpital, donc ça c'est plus en interface ville, largement entendu hôpital. Une deuxième question qui concerne plus l'hôpital et en particulier la paix, on a fait le constat qu'il y avait une multitude de lieux, de modalités, de personnes, d'assistantes sociales, d'infirmières de coordination dans les hôpitaux qui finalement faisaient un petit peu la même chose, c'est-à-dire la gestion des entrées et des sorties, l'anticipation, la préparation, l'organisation de la sortie. C'est dans les hôpitaux de la paix en tout cas, c'est probablement différent dans d'autres structures, mais ça n'est pas coordonné, ça n'est pas unifié. Donc une des propositions, c'est pour que l'hôpital puisse assurer la totalité de sa responsabilité avant, pendant et après, l'idée d'avoir une direction des parcours dans chaque hôpital. Troisième recommandation, clarifier. Aujourd'hui, il y a une injonction de passer à 50% pour la paix, à 66 et quelques pourcents en 3 ans pour l'ensemble de la chirurgie ambulatoire. Clairement, il faudrait qu'on sache si on veut que ce mode d'intervention, qui encore une fois apporte des bénéfices pour les patients, soit accessible à tous les patients, que les patients aient réellement le choix. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Catherine Olivier tout à l'heure, mais en ophtalmo, on n'a pas le choix. Voilà, vous avez une cataracte, dire que vous voulez être hospitalisé parce que vous êtes tout seul chez vous pour une cataracte, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Donc le choix n'existe pas. Donc le choix, l'anticipation et l'accompagnement, en particulier pour les personnes qui sont vulnérables, quelle qu'en soit la raison. Une question qui est plus renvoyée aux autorités de tutelle, ministère et assurance maladie, la question de la tarification. Un acte ambulatoire doit être conçu dans sa totalité, ce qui se passe avant, l'organisation, l'anticipation, la préparation, l'acte évidemment, donc tout ce qui se passe à l'hôpital, mais également ce qui se passe après en termes de prise en charge. Aujourd'hui, tout est pris en charge quand on est à l'hôpital en hospitalisation conventionnelle. Lorsqu'on rentre chez soi à 5 heures de l'après-midi, évidemment, il y a toute une partie qui relève du soin, alors que le soin au sens care ou au sens pur, mais en tout cas c'est du soin, qui relève du soin et qui est le plus souvent à la charge d'autres, y compris de la famille et des aidants. Donc cette question du forfait global mixte et de la répartition de ce forfait sur les différents intervenants est une vraie question sur laquelle, me semble-t-il, bien peu de gens travaillent. On a interrogé les chercheurs, le Collège des économistes de la santé pour avoir des éléments de réponse là-dessus, zéro. Donc il y a du travail. Et enfin, si on considère que le modèle est un bon modèle, comment faire pour l'élargir à toutes les hospitalisations qui sont de plus en plus courtes, voire réduites à une journée? Comment faire pour que ce travail d'organisation, de préparation, d'anticipation, de prise en charge post-hospitalière soit également utilisable dans les autres modalités d'hospitalisation à 1 jour, 2 jours, voilà.
Voilà les quelques conclusions extrêmement rapides que je voulais vous livrer sur le travail de ce groupe du Conseil de surveillance de l'assistance publique, en espérant que ça contribue à éclairer et votre réflexion et celle des tutelles, l'assistance publique, l'ARS, le ministère. Je vous remercie et voilà.